Bonjour à tous et merci d'être parmi nous pour ce premier podcast DocuSign en français. Aujourd'hui, nous allons parler d'Antonio Goncalves et de Devoxx France. Antonio Goncalves, vous le connaissez tous, c'est un expert Java avec plus de 20 ans d'expérience sur cette technologie. Il organise notamment les conférences Devoxx France destinées aux développeurs. Pour ces conférences, il y a bien évidemment des contrats à signer. Pour la signature de ces contrats, il a fait appel à DocuSign et il va nous en dire un peu plus aujourd'hui. Bonjour Antonio. Bonjour. Avec nous aussi aujourd'hui Rémi Pifot, Product Manager chez DocuSign. Rémi est au fait de toutes les dernières innovations produits et va pouvoir nous en dire un peu plus sur le sujet. Bonjour. Nous sommes aussi en compagnie de Michael Lacal, Product Marketing Manager chez DocuSign. Michael est un expert en ce qui concerne la légalité de la signature électronique, comme vous l'entendrez dans quelques instants. Il va également parler de son expérience avec nos clients, donc de très grosses entreprises françaises qui ont aussi fait appel à la signature électronique. Bonjour à tous. Quant à moi, Selma Chauvin, je suis en charge du e-commerce pour tous les pays européens. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un cas client qui doit certainement vous concerner tous, c'est-à-dire que faire lorsque vous avez des contrats à faire signer à vos clients. Vous êtes une petite entreprise, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un service légal de 10 personnes, un service comptable de 8 personnes. Eh bien c'est très simple, avec DocuSign, il suffit d'un doigt, d'un clavier et d'un peu de temps. Antonio, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi ? Qui es-tu ? Alors, je m'appelle Antonio et je suis un développeur, c'est-à-dire que 8 heures par jour, de 9 heures à 18 heures, je vais chez des clients. J'intègre leurs équipes et je travaille avec leurs équipes sur des projets informatiques. Donc ça, c'est le métier qui me sustente depuis quelques décennies maintenant. C'est pas Devoxx, c'est ça ? Non. Ah. Et il se trouve que l'histoire aidant, de petits meet-up en gros meet-up, il y a 6 ans, on a créé une conférence qui s'appelle Devoxx France, qui existe depuis 15 ans en Belgique, qu'on a créé nous en France depuis 6 ans. Et Devoxx France, c'est au Palais des Congrès à Paris, c'est 2800 personnes pendant 3 jours, c'est 250 speakers, c'est des centaines d'heures vidéo sur YouTube. Mais tout ça, c'est fait le week-end et le soir, puisque nous sommes une équipe de 3 personnes, des développeurs, et Devoxx, c'est notre à côté qui nous prend beaucoup de temps. Qu'est-ce que vous faites au quotidien autour de cette conférence ? Alors, Devoxx, c'est une conférence très technique, qui a lieu 3 jours par année, par an, à Paris, souvent au mois d'avril. Cette année, ça sera le 5, 6, 7 avril 2017. D'accord. Et donc, imaginez 2800 personnes qui arrivent au Palais des Congrès mercredi matin à 9 heures, qui ont le choix entre 8 salles. Ils peuvent aller voir une conférence sur Java à 9 heures, salle 2, une conférence sur HTTP2, salle 3, et qui passent les 3 journées à faire que ça, à prendre un petit café le matin, une pause déjeuner le midi. Le jeudi soir, on a le meet and greet qui se termine à 23 heures. C'est assez festif, il y a du pain, du vin, du fromage. On a le café philo de l'informatique le vendredi après-midi. On a des plénières le matin de 9 heures à 10h30 avec des gens brillants qui viennent nous parler de l'informatique dans 5 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Donc voilà, imaginez une fourmilière avec ces 2800 personnes qui rentrent, qui sortent, qui vont dans un hall d'expo voir les exposants, qui vont jouer aux bornes arcade, puisqu'on a des bornes d'arcade avec des Pac-Man et des choses comme ça. Et voilà, pendant 3 jours, il se passe énormément de choses. Vendredi soir, on part se coucher, et il faudra attendre Devoxx 2018 pour avoir cet événement qui est annuel. Donc. D'accord. Et donc quand tu parles de conférences techniques, c'est conférences de dev, c'est ça ? Donc Oui. c'est développeur tout type ou développeur Java ? Alors, développeur tout type, c'est tellement large qu'on a dû restreindre un petit peu. Il se trouve que notre ADN vient du langage Java, de la plateforme Java. Mais aujourd'hui, un développeur Java fait du web, fait du Docker, fait de l'Android, fait du mobile, fait du big data. Donc c'est vrai qu'on a restreint le périmètre. Donc on essaye de se limiter à la plateforme Java. Donc non, il n'y a pas de conférence en C, en C++, en Python, en C Sharp, voilà, donc on ne peut pas tout se permettre non plus. Mais la conférence est assez large. La genèse était Java. Aujourd'hui, on a
je dirais 15, 20% qui tournent autour du langage Java. Mais voilà, après on a du web, du big data, du machine learning, etc. etc. D'accord. Et donc dans tout ça, tu as voulu dématérialiser des process. Alors, ça s'est passé de manière empirique, hein. Il y a 6 ans, on se lance dans la première édition de Devox. On avait déjà un passé de meet-up, on avait déjà un passé du monde événementiel, mais à une toute petite échelle. On s'est retrouvé à une échelle supérieure. Euh, la première édition de Devox, c'était 1500 personnes. Mhm. C'était une vingtaine de sponsors. Et un sponsor, c'est une société comme Google, IBM, Oracle, mais ça peut être aussi une SS2I, ça peut être un éditeur. Donc on se retrouve face à des sociétés plus ou moins petites, et avec ces sociétés-là, on échange des documents. Voici un contrat pour être exposant à Devox, voici une facture pour payer votre stand à Devox, voici les consignes de sécurité pour venir à Devox, voici votre remplacement, etc. etc. Beaucoup de paperasse. Beaucoup de papier. On a fait ça pendant 2 ans, et puis Devox a grossi, grossi, grossi. Comme je vous disais, nous on fait ça le soir et le week-end. On s'est retrouvé à devoir gérer des tas de papiers. Donc on était obligé d'imprimer du papier, de le signer à la main, de le rescanner, donc envoyer un mail. On se retrouvait à l'autre bout des gens qui n'avaient pas reçu notre mail. Donc impossible de tracer, impossible de dire il a reçu mon mail ou pas, il a reçu la facture ou pas, le contrat ou pas. Donc rapidement, on a mis DocuSign en place au bout de la deuxième année. Ok. Michael, donc toi qui es souvent en contact des clients, c'est souvent des cas qui arrivent, c'est-à-dire des clients qui ont beaucoup de paperasse à gérer, c'est ce qui les motive pour passer à la signature électronique, à des maths en général. Oui, tout à fait. Alors nous, notre premier ennemi, bien entendu, et finalement la solution qu'on apporte, c'est une réponse à toutes ces problématiques de gestion de papier. Et là, quelle que soit la taille de l'entreprise, hein, on le voit très bien avec le cas de Devox, mais c'est également le cas avec des multinationales. Pour en citer un, c'est notre plus gros client aujourd'hui en France, c'est Crédit Agricole qui a fait le choix du zéro papier dans leurs agences bancaires. On sait que c'est un intérêt immédiat, que ce soit une économie liée à l'absence de papier, l'archivage qui est aussi un sujet, hein, puisqu'il s'agit de signer cette transaction, mais aussi de pouvoir archiver dans le temps ces dites transactions, mais aussi le gain de temps que tu indiquais, Antonio, qui simplifie finalement toutes ces transactions. Ce qui est important à noter également dans ces cas-là, c'est aussi l'aspect tracking. Je pense qu'il est très intéressant de savoir à tout moment où on en est sur ma transaction, ce que ne permet pas de faire un modèle papier finalement, puisque à tout moment, tu es capable, Antonio, de savoir que la personne à qui tu as adressé ton bon de commande, tes conditions générales de vente ou autre, ou de sécurité, bah, ça a été ouvert, lu et potentiellement approuvé ou pas. Et s'il n'a pas approuvé, potentiellement, il peut expliquer pourquoi. Donc c'est aussi un outil de négociation en tant que tel dans le cadre d'une relation contractuelle. Oui. Et pourquoi avoir choisi DocuSign alors? Parce que malheureusement, on n'est pas les seuls sur le marché. Alors là, vous pouvez dire merci à Google et au ranking de Google. On y travaille. Je n'y connais absolument rien. Il y a 4 ans, je me suis dit, il faut que ça cesse. Trop de papier, trop d'enveloppes perdues, des documents, enfin bref. Et je suis allé sur Google il y a 4 ans, j'ai dû taper signature électronique, je suis tombé sur vous. Euh, et ça s'est fait comme ça. Alors après, pour revenir dans l'histoire, il y a 4 ans, je découvre DocuSign, je découvre la signature électronique et je l'impose à mes clients. C'est-à-dire que je prends la décision de dire à partir de maintenant, on ne fait que du DocuSign. Et là, c'était pas facile, il y a 4 ans, c'est que je me suis retrouvé face à des clients qui ne voulaient pas entendre parler de signature électronique. Je me suis retrouvé face à des clients, vous imaginez bien que nous on est en relation avec des Google, des IBM, mais aussi des petits, des moyens, des grands, qui nous ont dit, mes avocats ont dit qu'en France, la signature électronique ne marche pas. Donc c'est-à-dire que moi je voulais me simplifier la vie, et les premières années, j'ai dû batailler, j'ai dû aller sur vos blogs, j'ai dû aller sur des sites de lois européennes pour dire flûte, ai-je fait une bêtise? Là, je suis en train de signer un document, quand même, un contrat avec Google IBM, et les avocats me disent que ce document-là
est pas valable. Donc il y a eu un petit peu de flou. Donc j'ai fait du copier-coller de textes trouvés sur internet, sur votre blog, sur d'autres trucs, en disant si, je vous jure, l'Union Européenne a dit que c'était bon, mais j'étais pas super sûr de mon coup. Alors, Et en plus, DocuSign étant une société américaine, j'ai tout de suite eu, c'est légal aux États-Unis, mais en Europe non, cette société. Bon, bref, voilà ce qui s'est passé. on a eu de la chance, c'est qu'il y a une réglementation qui est passée cette année, qui s'appelle la réglementation IDAS, qui nous a permis un petit peu d'expliquer aux gens que c'était en effet légal, et surtout que c'était légal partout en Europe. Mickaël, je sais que tu peux nous en dire un peu plus. Oui, alors justement, cette réglementation IDAS dont la mise en application est de juillet de cette année, mais finalement qui existe. On a déjà une directive européenne qui existe depuis 1999, donc c'est pas quelque chose de récent. Mais comme l'indique son nom, c'est vraiment une directive qui donne une orientation à la loi nationale. Souvent, l'Europe, on a apporté l'innovation. Ça peut être de l'innovation technologique, ça peut être des innovations sur une innovation dans le domaine, dans le secteur de la médecine. Là, on a l'avantage avec l'Union européenne d'avoir fait une innovation dite juridique, puisqu'on est le premier continent à agréger un ensemble de lois nationales pour créer une réglementation commune à tous les États membres de l'Union européenne. Ça a bien entendu pour but de faciliter les différents échanges, les transactions électroniques, la contractualisation entre les différentes entreprises et ou particuliers des États membres. Donc, et c'est comme son nom l'indique, une réglementation, donc elle s'applique de facto à l'ensemble des pays membres, c'est-à-dire qu'elle prend le dessus sur les lois nationales. Grâce à cette réglementation-là, aujourd'hui, on n'a plus de débat sur la validité de la signature électronique dès lors où elle aura été opérée par un tiers de confiance, dès lors où elle aura été faite en bonne et due forme avec une cinématique client qui est établie et auditée par DocuSign et ou fournie par DocuSign, il n'y a pas de débat à avoir. En bref, c'est légal. En bref, c'est légal. Depuis le mois de juillet. Non. C'est légal, nous ça fait plus de 10 ans qu'on fait ça, sur des produits, j'ai cité par exemple les agences bancaires, sur des produits vraiment très risqués, type le crédit conso. On a commencé par ça d'ailleurs, hein, notre premier client c'est un établissement de crédit conso, donc c'est vraiment du très haut risque, parce que c'est des gens qui ont régulièrement des procès liés à la signature en tant que telle et à l'invalidité du contrat. Ce qui veut dire dans ces cas-là, que l'écrit est à titre de preuve, c'est-à-dire que potentiellement on peut perdre la créance. Donc vous imaginez le niveau de risque dans lequel on est. Ce qui est important là avec cette réglementation, c'est que déjà ça met tout le monde d'accord, premièrement. Et je rebondis juste sur le fait que DocuSign est effectivement une société américaine, mais qui a acquis une société française qui était spécialiste justement dans les outils avec conforme à la réglementation IDAS qui s'appelait Open Trust, qui est devenu DocuSign France, auquel on appartient aujourd'hui. Donc ce débat et que toutes les datas sont hébergées sur le territoire français. Ça aussi c'est très important. Parce que c'est souvent des contradictions qu'on va avoir ou des oppositions des juristes qui vont pas être d'accord pour que le contrat, alors ce sera sûrement pas Google, IBM qui vont avoir ce genre d'objection, mais pour que le contrat et que les datas contenues dans le contrat sortent du territoire français et ou européen. D'accord, donc les contrats que je signe avec mes clients et mes partenaires sont hébergés physiquement dans un data center, donc ici en France, avec des règles. Tout à fait. Nous avons plusieurs data centers en Europe. D'ailleurs, Rémi, je pense que tu peux nous en dire un petit mot. Qu'est-ce qu'on a? Oui, en fait, on a eu, justement, pour aller au bout du bout de la démarche de l'acquisition de l'ancienne société Open Trust pour avoir la conformité européenne, avec toujours ses origines, on va dire, américaines, et éviter ce débat américain d'un côté ou européen de l'autre, la démarche d'aller jusqu'au bout, et donc de créer des data centers, en Europe. Donc pour l'instant, il y en a deux qui sont localisés en Allemagne et aussi en Hollande, et un qui est en France, avec un deuxième qui va bientôt arriver. Donc 3 plus 1. Donc 3 plus. D'accord. D'accord. Et pour en revenir un petit peu à tes clients, donc maintenant qu'on sait que c'est légal, que c'est européen, eux, comment ils ont vécu justement l'arrivée de la signature électronique? Donc au début non, et ensuite? Alors, on s'est dit, on est des développeurs, nos clients, c'est des boîtes de dev, Google, IBM, des SS2I, des éditeurs, ça va bien se passer. Bon, on avait juste oublié qu'on a souvent affaire aux services comptables, aux services RH, qui sont un peu moins à l'affût de la technique que nous. Donc même aujourd'hui, en 2017, au bout de 4 ans, on a encore chaque année une poignée de clients qui se retrouvent avec un mail
On leur dit d'appuyer sur un bouton, ils appuient dessus, ils voient 20 contrats et ils nous appellent en disant je fais quoi? Et là on leur dit cliquez. Il dit mais qu'est-ce qui va se passer? Si vous cliquez, vous allez signer, donc vous allez accepter les conditions et on va recevoir. Ah mais donc, bref, donc on a encore quelques clients qui s'arrêtent à cette étape-là, qui impriment, qui prennent un stylo, qui scannent et qui nous envoient un PDF, parfois même une enveloppe timbrée à l'adresse du siège qui est ni plus ni moins chez moi. Donc vous imaginez mon bonheur de prendre ma boîte aux lettres avec mes factures à moi et en plus les contrats des clients. Donc ça va mieux qu'il y a 4 ans, mais chaque année on a des récalcitrants. Donc c'est intéressant, ça veut dire que nous on était plutôt sur une éducation de marché, c'est-à-dire d'expliquer aux gens l'intérêt de la signature électronique pour leur entreprise. Ça veut dire qu'il faut donc qu'on aille plus loin et qu'on explique aussi aux gens comment on s'en sert tout simplement au quotidien. Et c'est juste un outil de plus parmi... Il nous est même arrivé, cette année on ne l'a pas fait, mais il nous est même arrivé d'envoyer un lien YouTube où il y a un gars pendant 1 minute 30 qui explique où cliquer, appuyer sur le bouton jaune, cliquer, hop, hop, hop. C'est ma vidéo. Elle est super, parce qu'il nous est arrivé au bout du 4e coup de fil, parce qu'on ne lâche pas, on dit... Et on ne lâche pas parce que c'est des clients cette année, ça sera des clients dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, autant les éduquer tout de suite. Donc au bout du 4e coup de fil, on a presque tendance à vouloir dire, envoyez-moi par la poste. Mais non, on tient le coup, on envoie des liens avec des vidéos et on éduque comme ça notre petit microcosme. Chaque année, on a des nouveaux clients, il faut rééduquer, mais c'est vrai que les vidéos marchent bien, les podcasts, tout ça. Mais je vous avouerai qu'il y a 2-3 ans, je crois, quand on était au début, j'ai vu passer une formation DocuSign avancée, etc., à Paris de 2 jours ou 3 jours, et j'étais à 2 doigts de m'inscrire en me disant... Il faut que je sache si ce que je fais est légal, comment je peux optimiser, etc., etc. Donc j'étais à 2 doigts de venir et me former pour prêcher la bonne parole. Ouais, j'avais une question par rapport à la remarque que tu disais. Tout à l'heure, tu as parlé de récalcitrants. Il y en a toujours quelques-uns. Est-ce que ce quelques-uns, tu es capable de le quantifier en termes de pourcentage? Juste oh oui, je avoir pense. un vrai retour terrain. Oui, on est à 10 ou 15%. Alors, je vous dis une fois de plus, nos clients tous, que ce soit les grosses, les petites, les machins, c'est dans le monde du numérique. Nous, on n'a pas de clients bouchers, boulangers, horlogers. Donc, je pense que déjà, c'est un terrain un peu plus souple et qui... ils hésitent à cliquer, mais ils cliquent quand même, c'est leur métier. Mais je pense qu'on est à 10 ou 15%. D'accord, bon, ça, c'est un message à te passer au niveau produit, de penser à l'évangélisation des gens qui vont recevoir un document à signer. Oui, exactement. Comment s'est passé le premier envoi d'un document? La première fois que tu as ouvert DocuSign et tu t'es dit, bon, là, j'envoie un contrat. C'est rigolo parce que, donc, nous, comme je disais, on est tout petit, on n'a pas de secrétaire, on n'a rien de tout ça. On est informaticien, donc on s'appuie sur tous les outils possibles et inimaginables. Et je ne sais pas si vous connaissez Mailchimp. Donc nous, pour envoyer des mails, on utilise Mailchimp. Et Mailchimp, lorsque vous envoyez un mail à 7800 personnes, au moment où vous cliquez Send, il vous met une image avec un doigt qui est en train d'appuyer sur le bouton rouge et qui dit « Es-tu sûr de l'envoyer ?» Et cette image, ça fait 4 ou 5 ans qu'on se tape Mailchimp et à chaque fois, on envoie 15 mails par an et à chaque fois, on se dit « Est-ce que j'ai pas fait de faute dans mon texte? Est-ce que je vais vraiment vous envoyer une coquille à 7800 personnes ?» Et c'était pareil avec DocuSign quand même. Maintenant, ça va. Ça fait peur la première fois. Mais les premières années, c'était me dire flûte. Et puis, bien sûr, on se trompe et notre workflow, il n'est pas bon. On a mis Pierre en signataire, Paul en copie, alors que c'était l'inverse. Donc on se dit flûte, on retourne sur l'interface, on change l'ordre, on clique sur Send en se disant j'espère que l'ordre va être le bon. Enfin, il y a quand même, on se dit tiens, on est en train de jouer avec du légal, faut pas que je me plante. Donc c'est toujours... penser à ce gros doigt sur le bouton rouge qui fait un peu peur. Alors c'est justement un des objectifs de l'année, c'est d'accompagner les clients lors du premier envoi, c'est-à-dire de leur proposer de faire un envoi test avec donc des gens de DocuSign en copie pour qu'ils puissent tester et voir un peu à quoi ça ressemble et vérifier qu'ils ont fait toutes les étapes dans le bon ordre et qu'il n'y a pas de souci. Donc on est au courant pour ce
on va dire, cette réticence du premier usage, et on y travaille, donc j'espère que ça ne se reproduira plus. Alors, nous, ça fait 4 ans, on fait toujours les mêmes gestes. On a des workflows extrêmement simples, ça va. Mais même aujourd'hui, lorsque j'ai des workflows complexes ou qui changent, hein, typiquement, on envoie le mail à Pierre, parce qu'on sait que c'est Pierre qui doit signer le contrat. Au bout de 4 jours, Pierre nous dit « Ah mais non, en fait, c'est pas moi, c'est Paul ». Donc là, moi, je retourne sur l'interface, je rechange le workflow, je fais send, mais Tu n'as même pas besoin de faire ça. Il y a la possibilité de donner à ton interlocuteur le fait de changer le nom de la personne qui va recevoir le document et qui va signer. N'est-ce pas, Rémi ? Oui, quand par exemple on a envoyé une enveloppe à un destinataire qui, pour quelque raison que ce soit, et qui va avoir du coup la possibilité d'une manière ou d'une autre de le transférer nativement. Et comme ça, le workflow n'est pas interrompu, il y a eu une modification en termes de destinataire, mais c'est géré par l'outil. Voilà, et dans ton fichier de preuve donc, que tu auras à la fin, il sera bien sûr indiqué que telle personne a passé le relais à telle personne qui a pu signer à son tour. Eh bien écoutez, je teste ça ce week-end. Tu peux nous l'envoyer pour test, il n'y a pas de souci. Moi, je vais juste faire un commentaire justement sur le taux d'adoption, puisque c'est ce que tu évoquais, tu donnais ces ratios de 10-15%. Je vais m'appuyer sur le dicton du cordonnier le plus mal chaussé. Donc tu indiquais que effectivement tes destinataires c'était des gens plutôt technophiles liés à leur activité. Nous on a eu un bon retour justement du fait de faire de la signature en face à face, que ce soit avec des commerciaux, que ce soit à travers des vendeurs automobiles, parce qu'on a installé des systèmes de signature électronique chez Renault par exemple, pour ne pas les citer. J'ai parlé d'une banque tout à l'heure, Crédit Agricole ou Crédit Mutuel. Et bizarrement, je dis bien bizarrement, le taux d'adoption dans le monde du B2C, donc là on est vraiment sur une population qui est représentative de la population française, hein, parce que c'est des tenteurs de compte, ça va de 18 à 120 ans, il n'y a pas de limite, jusqu'à ce qu'on meure, normalement, à moins que ce soit sous tutelle. Et ben le taux d'adoption, le taux de refus plutôt, il est de moins de 2% dans ces cas-là. Donc vous voyez, c'est une notion intéressante justement de la comparaison entre le B2B et une cible plutôt technophile versus une cible, on va dire, un échantillon du français moyen. Qui se méfie moins donc. Qui se méfie moins. Alors c'est sans doute lié au fait que c'est accompagné, que c'est Voilà. pas à distance. C'est ce que j'allais dire, c'est que là il y a le contact physique. C'est vrai que nous, souvent, on échange des mails avec Pierre, mais si, mais non, mais oui, mais oui. Au bout de 15 jours, Pierre nous dit « Go, super, renvoie le contrat à Paul ». Paul n'était pas du tout dans les échanges de mails. Il se retrouve avec un mail le matin. Tout de suite, il appelle en disant « Mais c'est quoi ce machin ?» Donc imaginez bien qu'il y a un être humain qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu, et qui se retrouve le matin à devoir signer un contrat avec un prix, avec des... Enfin, alors que là, on parle plus d'un accompagnement physique. Je pense que c'est plus simple. Enfin, ce que j'ai compris, c'est que le problème, c'est plus Pierre. Qui n'a pas communiqué en interne. Alors, donc pour un petit peu contourner ça, on propose le fait d'envoyer un message personnalisé, donc de pouvoir dire justement à quelqu'un, vous recevez cet email parce que j'ai parlé à Pierre et que Pierre est d'accord, donc je vous l'envoie. Et dans le workflow, on peut également dire que Paul ne reçoit que si Pierre a vu et approuvé. Ce qui permet de passer à l'étape suivante. D'accord. Donc ça permet de rassurer tous les acteurs du process. D'accord. Effectivement, c'est une solution qui permet d'impliquer Pierre dans le fait qu'il n'est pas forcément... Qui ne disent pas oui à n'importe quoi. Exactement. Tout simplement. Ce qui va, quelque part, rassurer Paul qui va être le signataire. Toujours, moi je fais des workflows simples, des choses extrêmement simples, des templates extrêmement simples, alors que j'aimerais aller un peu plus loin parfois. Parle-nous-en justement. Qu'est-ce que tu fais comme template, comme workflow comme... Alors, imaginez le contrat. Voilà, le contrat, il y a marqué Devox vous donne un emplacement pour sponsor Gold tel jour à telle heure, etc. etc. Là, sur le PDF, j'ai marqué société 2 points, un trait, nom du signataire 2 points, un trait, fonction 2 points, un trait. Je prends ces contrats-là, je les upload, je fais des templates où en disant ma société, je mets un texte, nom du signataire, je mets le nom, signature, et j'en profite pour mettre aussi un texte dans le corps du mail. Alors en tant qu'informaticien, j'aurais aimé pouvoir mettre de l'ASCII-doc ou de l'HTML ou des choses comme ça, mais c'est textuel. Et j'ordonne le workflow en disant le premier qui le signe, c'est moi.
Le deuxième qui le signe, c'est Pierre. Et en copie, il y a Paul et Jacques. Voilà. Et mes workflows, voilà, vous voyez, j'ai des templates, des contrats types où les données qui changent, c'est le nom de la société, le signataire, etc. Et des workflows simples, c'est moi qui signe le premier, c'est lui qui signe en deuxième, et en copie, c'est les autres. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans 80% des cas. Et comme on est informaticien aussi, on a des choses à envoyer en masse. Le même contrat pour tout le monde. Les conditions générales de vente, c'est les mêmes pour tous, que ce soit un sponsor Platinum ou Gold. Et en tant qu'informaticien, c'est vrai qu'on a tapé dans vos API. Donc on prend le PDF, on met des champs dessus et on envoie en masse. Donc ce qui me prend beaucoup de temps pour les contrats, parce qu'il faut un peu, enfin, on personnalise quand même un peu les contrats. Tous les envois de masse, moi je fais ça en 20 secondes, parce que j'ai mon code Java qui s'appuie sur vos API Java, et qui prend mon PDF et qui l'envoie à mes 40 gus en 1 minute 30 top chrono. Quoi. Après nos discussions, on fera d'ailleurs une petite démonstration sur certaines fonctionnalités pour voir comment tu peux gagner du temps sur l'envoi de tes contrats. Super. Très bien. Donc, tu parlais de... Donc, tu as des contrats dans lesquels tu rentres les noms des gens, c'est ça, le surnom de signer. Et comment tu les rentres, ça? Les champs, tu les mets à chaque fois sur chaque document? Comment ça se passe? En fait, donc, j'upload un PDF en tant que modèle. Je drag drop les différents champs. J'ai découvert cette année que je pouvais me simplifier encore un peu plus la vie, chose que je ne faisais pas avant. Mais donc maintenant, ce que je fais, c'est que j'upload un PDF. Je drag and drop tous les champs, mon nom à moi, ma signature à moi, le nom du client, la signature du client. Donc ça, c'est mon modèle, un PDF avec des tas de champs. Et après, lorsque j'envoie pour un client, j'utilise ce modèle. Et par contre, je vais dire ça, c'est ma signature à moi, et ça, c'est la signature à lui. Donc, signer un contrat, je passe par des templates, ça me fait gagner beaucoup de temps. Mais c'est vrai qu'il y a encore de la manipulation, je me connecte, je drag and drop, je fais 4-5 trucs quand même. Alors, il y a des petites fonctionnalités qui peuvent être pratiques, comme le bulk, l'envoi en bulk. Donc Rémi, par exemple, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce fameux envoi en bulk? Alors l'envoi en bulk, c'est effectivement de l'envoi en masse qui va permettre en fait d'accéder très facilement à tout un tas d'utilisateurs basé sur un modèle avec un simple envoi. On est tout à fait dans la même logique que tout à l'heure du mail où attention, avant d'appuyer sur le bouton rouge, est-ce que tu es sûr de ce que tu veux faire? Là encore, dans un état d'esprit de simplification et de gain de temps pour nos utilisateurs. C'est ça. Donc en gros, on envoie juste un fichier Excel dans lequel il y a par exemple nom, prénom, fonction, email. Et on peut donc par le template directement pré-remplir chaque PDF avec le nom, prénom, email, etc. de Pierre. On fait la même chose pour Paul, la même chose pour Jacques. Donc Jacques ne voit pas ce que peut signer Pierre ou Paul. Il a juste son exemplaire à lui avec sa signature et celle d'Antonio si tu le souhaites. D'accord. C'est ça. Tout à fait, c'est assez d'ailleurs répandu pour donner un cas d'usage dans ce qu'on a tous vécu, une assemblée de copropriétaires où en fin d'assemblée tout le monde doit aller signer le PV, etc. Bon voilà, ça c'est un bon exemple de on envoie en masse, chacun a sa version du document, chacun donne son approbation sur le document ou son désaccord sur celui-ci, et ça se fait en quelques secondes, là où avant sur un modèle papier, il me semble Antonio que tu as dû le vivre aussi, c'est assez fastidieux. C'est déjà suffisamment ennuyeux d'aller à ces assemblées, alors en plus la partie administrative. C'est vrai qu'on est consommateur de vos outils parce qu'on utilise l'interface web, l'application mobile. C'était l'année dernière, j'étais super fier. J'ai été le week-end, j'étais en vacances, j'ai fait clic, clic, clic et j'ai signé un contrat. J'étais super content. Ah, super. Et les API. Donc c'est vrai qu'on utilise pas mal de fonctionnalités. Comme je vous disais, on envoie très peu de contrats en fait par an, hein, 150 à peu près par an, hein, on est tout petit. Mais du fait d'être informaticien, il y a une déformation qui fait que il y a des choses qu'on aimerait automatiser un peu plus, aller un peu plus loin. Voilà, c'est de la méconnaissance de notre part. Hein.
On a du travail à faire. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on propose un support qui est adapté. Donc là, par exemple, tu as un petit besoin, on va dire, donc tu es notre client web. Et c'est vrai que si ton besoin devient plus conséquent ou avec des problématiques plus complexes, on peut aussi te fournir un accompagnement personnalisé. Donc il y a quelqu'un de chez nous qui va t'avoir au téléphone, qui va être capable de te suivre, de répondre à tes questions, de faire des tests avec toi, etc. Donc ça permet de voir lorsque ton besoin augmente, eh bien le service augmente aussi. C'est normal. Nous sommes preneurs. Avec grand plaisir. Je voudrais juste faire une petite aparté justement par rapport à ces fonctionnalités poussées et élargir et profiter justement d'avoir une audience plutôt technophile et innovateur pour vous parler de ce qui nous attend, parce que là on a parlé de workflow, on a parlé de signature. Là on va passer dans la phase du smart contract, ce qu'on appelle le smart contract au sens large. C'est quelque chose sur lequel on est en train de beaucoup travailler, puisqu'on vient de lancer DocuSign Payment qui permet de signer et payer. Alors pour donner un exemple concret de la vie, dans la vie, oui. dans ce que tu fais, c'est que tu vas envoyer un bon de commande avec 30% à la signature par exemple, bah tes 30% tu peux les récupérer directement à la signature, dès lors où la personne aura la possibilité de saisir directement son numéro de CB, potentiellement son IBAN si vous choisissez de faire un mandat CEPA, etc. Donc voilà, ça c'est des évolutions pour rendre quelque part ce contrat un peu plus intelligent, puisque on a beaucoup travaillé le workflow, maintenant on travaille vraiment le contrat en tant que tel. Et là, typiquement pour le paiement, ce sont des évolutions qui sortent cette année. D'accord. Tout à fait. On sera bêta-testeur. Avec grand plaisir. Tiens, d'ailleurs, si jamais tu avais une fonctionnalité coup de cœur chez DocuSign, ce serait quoi? Les API. Enfin, je suis informaticien. Lorsque j'ai découvert qu'avec 5 lignes de code Java et un CSV, je pouvais envoyer 40 contrats en 1 minute 20, vous pensez bien que ça a été un coup de cœur. En plus, j'ai passé quelques heures à jouer avec votre API. Plus je passe du temps face à du code, c'est d'autant moins de temps que je passe face à la boîte aux lettres avec des enveloppes et des timbres. Donc j'étais ravi, j'étais vraiment. Et puis je vous ai demandé un petit coup de main aussi de l'aide. J'ai reçu un mail tout de suite. Enfin, je suis développeur, donc je me suis mis, je suis allé sur votre GitHub, j'ai vu la doc, j'ai appelé une méthode, ça marchait, l'autre elle marchait pas, j'ai tâtonné, voilà. Je me suis éclaté pendant quelques heures avec iText, j'ai généré un PDF et avec votre API, je l'avais envoyé. Donc tout ça en quelques lignes de code, je génère un PDF et je l'envoie. C'est super. Là, c'était vraiment le gros coup de cœur pour un développeur comme moi. On est content de notre communauté de dev. C'est vrai qu'elle est assez active, ça marche plutôt bien. Et si tu devais résumer le projet, la collaboration en une phrase, le mot de la fin, je m'en servirais pour mes citations partout, qu'est-ce que tu nous dirais? Je vais pas vous le dire parce que c'est pas vrai, mais j'aurais presque envie de dire sans vous, on n'existerait pas. Mais je vais mettre un grand V à vous parce que Devoxx, on n'aurait jamais pu le créer il y a 15 ans. Jamais. On fait ça le soir et le week-end. Donc on se réunit sur Skype, on envoie des mails, on a notre code sur GitHub, on ne se voit physiquement que très très peu en fait, hein. On est 3 à faire tous tintouin. Il y a 15 ans on n'aurait jamais pu le faire, on aurait eu des meetings physiques à faire, on aurait eu des coups de fil au téléphone, on aurait eu des timbres, des enveloppes, des machins. Donc sans vous avec un grand V et un grand S, vous étant DocuSign, Dropbox, Skype, Slack, etc., sans tous ces outils-là, Devoxx n'existerait pas. Ce n'est pas notre métier. Nous ne sommes pas des event managers. On fait du dev et ça nous prend un peu de temps le week-end. Nos femmes et nos mômes nous le disent tout le temps. Sans tous ces outils-là, Devoxx n'aurait jamais existé, c'est sûr. Bah merci, c'est un joli mot de la fin. On va passer à une partie démo, donc on va parler un petit peu plus profondément des documents que tu envoies, des fonctionnalités que tu utilises, et on va essayer de voir comment on peut gagner encore plus de temps avec DocuSign. Voilà. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons revivre ta première signature avec DocuSign. Donc, Antonio va nous montrer un petit peu comment il se sert de l'outil, comment il crée un template, c'est ça ? Un template parce que les conditions générales de vente ne changent pas. Le petit texte ne change pas. Ce qui change, c'est le contrat. Donc, soit je crée à chaque fois une enveloppe avec les CGV et le contrat, soit je crée un modèle qui me simplifie la vie. Donc,
ce que je fais, c'est que je vais sur modèle, et là j'en crée un nouveau. Créer un modèle. Donc là, je peux charger autant de documents que je veux. Les conditions générales du site internet. Vous voyez, ça upload le document. Document qu'on peut d'ailleurs voir en cliquant sur View Document. Voilà, ici. tout à fait. Comme ça permet d'être rassuré sur le contenu, de vérifier qu'il apparaît correctement. Et là, en l'occurrence, dans le cas présent, si on descend, on voit que là, on va avoir un paragraphe ou une signature du client selon ce que l'on veut faire. Donc après, comme c'est une enveloppe avec un texte, ici je mets un petit blabla. Je dis, cher client, merci de signer les CGV et contrats. Donc comme ça, je n'aurais plus à le faire à chaque envoi. Je configure l'ordre de l'envoi. Je me mets en signataire numéro 2. Donc je m'appelle Hans Müller. Voilà, donc ça c'est mon nom et mon adresse mail. C'est un compte de démo, bien sûr. Tout à fait. Et là, je dis voilà, dans tous les envois, moi je suis le deuxième. J'ai un document qui ne bouge pas, ce sont les CGV, et j'ai un texte qui ne bougera pas. Je clique sur suivant. Je me retrouve face à mes CGV. Voilà. Et là, ce que je peux faire, c'est dire lu le. Donc, je mets la date de la signature. Voilà. Et la signature du client. Donc, la signature du client. Dans certains cas de figure, on aurait pu souhaiter simplement mettre le paraphe en fonction des besoins que l'on a et des éventuels autres documents que l'on va attacher qui, eux, pourraient être signés en complément de celui-ci. Tout à fait. Et à droite, là, on voit que je n'ai qu'une seule page, mais si j'en avais N, j'aurais très bien pu prendre la paraphe ici en bas de chaque page. Comme je n'en ai qu'une, voilà. Donc là, j'enregistre et je ferme le modèle. Donc je n'ai pas envoyé de document. Donc voilà, mon modèle est fait. Les jours passent et il se trouve que maintenant j'ai un client et je veux envoyer une enveloppe. Donc là, pour le coup, je vais y envoyer une enveloppe, un document, mais en utilisant un modèle. Donc là, je n'ai que un modèle, donc un seul. Je me retrouve avec mes CGV qui sont déjà là, mon nom et mon mail qui est déjà là, et mon petit blabla. Donc maintenant, ce que je dois faire, c'est que je charge le contrat propre à tel ou tel client. J'upload le contrat, je fais un suivant. Et là, vous voyez que en page 1, j'ai mes CGV qui se trouvent ici. Mais en page 2, j'ai mon contrat de prestation où j'ai mon nom à moi et le nom de mon client qui est Selma Chauvin. Voilà. Super. On peut préciser tout de suite que dans ce cas précis, là on a un modèle de contrat qu'on a préparé en amont, mais on aurait pu avoir sur le même principe que les CGV, un modèle de contrat avec des champs à remplir concernant le client, avec son nom, sa société, son représentant, que l'on aurait pu remplir au moment de la création de l'enveloppe, plutôt que de le faire Oui. en amont. Tout à fait. Et en fait, imaginez que la société, là, au lieu de mettre Web Customer, j'aurais un trait. Je n'aurais plus qu'à faire un drag and drop pour le nom de la société, idem pour une adresse. Vous voyez, j'aurais pu customiser, paramétrer le contrat plutôt que de mettre Selma Chauvin, j'aurais mis un nom, une variable, etc. etc. Là, j'ai voulu faire simple. J'ai donc un contrat qui est customisé pour ce client-là. J'aurais pu mettre des paraphes à chaque page. Voilà, je vais à la dernière page et je dis
hop, ce coup-ci, c'est Selma. Selma, On n'a pas créé Selma. que je n'ai pas créé. Vous On n'a voyez, pas demandé de le signer. je ne vais pas renvoyer, je peux enregistrer et fermer. Donc je reviens ici à Cher client. J'ai oublié effectivement. Donc là, je continue le brouillon. Puisque effectivement, je n'ai pas mis Selma en première signataire. Donc je fais Selma, super. Selma doit signer, moi pareil. Donc là, je fais suivant. Ah, et cette fois, je pourrais signer quelque chose, merci. Et cette fois, effectivement, donc on a sur les conditions générales de vente, on voit que c'est la couleur bleue, donc c'est Hans qui doit signer la couleur bleue. Et là, ce que je vais faire, c'est que tout en bas du contrat, je vais prendre un Selma, donc la couleur jaune, où je mets la date et la signature du client. Voilà, donc j'ai un document avec les CGV qui doivent être signés par le bleu, c'est moi, et le contrat qui doit être signé par jaune, c'est Selma. D'accord. Jaune et bleu ici. Voilà, tout est bon, je clique sur envoyer. La première étape du workflow démarre, c'est-à-dire que je suis en attente de la signature de Selma. D'accord, et donc tu vois en temps réel si j'ai signé ou pas. Tout à fait. Ah zut, faut que j'aille signer alors. Oui. Merci Antonio, enfin Hans plutôt pour aujourd'hui. Je viens de recevoir donc un mail de ta part qui ressemble à ça. On clique. J'examine les documents. Et voici, donc le document s'affiche sur mon navigateur. J'autorise l'utilisation de signature électronique. Je vais ignorer ces informations à l'avenir. Et j'examine le document. Là, on me demande si je veux donner la position de mon appareil. Donc on peut accepter ou refuser. Si on autorise, ça permet d'avoir un peu plus d'informations lors de la création du fichier de preuve à la fin de l'opération. Voici. Donc j'appuie sur commencer tout en haut de mon écran pour voir ce que je dois faire sur ce document. Et on m'emmène directement vers tous les points utiles. Comme là par exemple, on voit que je dois signer à cet endroit-là. On ne voit pas encore la signature d'Antonio parce qu'Antonio, donc Hans, s'est mis en deuxième interlocuteur. Une fois que j'aurai signé, Antonio devra signer à son tour et nous recevrons tous les deux une version du document signée. Et voici, j'appuie. L'outil me connaît déjà, puisque ce n'est pas le premier document que je signe, donc on voit tout de suite que je peux mettre mon tag sur l'écran. Voilà, je vous montre un peu plus gros. Voici. Mais vous pouvez bien sûr dessiner votre signature à la main lors de votre première utilisation ou choisir dans notre librairie de signatures et d'écritures préexistantes. J'ai fini, j'appuie sur terminer. Et voilà, j'ai fini. On me propose également de le stocker en ligne pour moi. Il suffit de créer un compte, c'est gratuit et c'est valable durant toute votre vie. Voilà, maintenant nous allons retourner à l'écran d'Antonio, ou plutôt Hans, pour voir la suite des opérations. Voilà, donc maintenant, moi j'ai signé, donc on arrive sur le compte de Antonio, ou Hans Müller, qui peut regarder directement où l'opération en est et signer à son tour. Puisque là, dans l'accueil, on me dit que je dois faire une action. Donc je clique ici et on me dit que ce document-là doit être signé par moi, puisqu'il vient d'être signé par Selma. Je clique sur signer. Voilà, donc on me dit veuillez examiner le document, je continue. Et là, soit je clique sur suivant, donc quelle est l'action que je dois faire moi, ou je peux me balader dans le document, voir effectivement que Selma a signé. Je clique sur suivant, et là on me dit bah il faut que tu signes toi. Voilà, donc je n'ai plus qu'à signer Hans Müller, je n'ai plus une action à faire, je n'ai qu'à cliquer sur terminer. Le document a été signé par Selma. Maintenant, il vient d'être signé par moi. Il a été signé par les deux parties. Je retrouve ici le document à l'état complété. Et selon les cas de figure, il peut être directement envoyé à l'un et à l'autre une fois qu'il est terminé, de façon à ce que chacun puisse en conserver une copie immédiatement après que les différentes signatures aient été apposées. Voilà.
Bien, on espère que cette démonstration vous a plu et vous a incité à tester DocuSign. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche sur votre écran pour bénéficier d'un test gratuit de 30 jours. Et je vais vous dire à très bientôt. Alors, Michael, merci beaucoup d'avoir été présent avec nous. Merci à vous. Rémi, merci beaucoup. Avec plaisir. Et bien sûr, Antonio, donc merci beaucoup d'être intervenu à ce premier podcast DocuSign en France. J'espère que cette expérience t'a plu et on se dit à très vite pour parler features. Je reviendrai. À bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.